Inventé à l'origine durant les années 1970 pour désigner les réseaux qui étaient isolés du réseau ARPANET, tout simplement pour des raisons de sécurité. ARPANET, rappelez-vous l'ancêtre de l'Internet. Les darknets étaient capables de recevoir des données mais avaient des adresses qui n'apparaissaient pas dans les listes de réseaux et ne répondaient pas à certaines requêtes. Tout cela a un peu évolué bien évidemment depuis et il existe maintenant plusieurs darknets. Nous parlerons un peu plus tard dans cet épisode du darknet le plus connu, Tor, qui lui a été conçu dans les années 1990 par la DARPA. DARPA pour Defense Advanced Research Project Agency, mais également l'Office of Naval Research, avec pour objectif de sécuriser les communications sensibles. Alors, est-ce légal tout ça ? Bah oui, se connecter au darknet est légal en France et en Europe. Par contre, s'appuyant sur des protocoles cryptographiques pour assurer l'anonymat, le simple refus de donner des clés de déchiffrement, sur injonction judiciaire notamment, est un délit passible de 3 ans de prison et de 270 000 € d'amende. Pour compléter, l'utilisation de la cryptographie, surtout lorsqu'elle est utilisée pour préparer ou commettre un crime ou un délit, est une circonstance aggravante qui alourdit la peine. Il n'existe donc pas un darknet, mais un ensemble de darknets, tous étanches les uns des autres. Ce sont des réseaux privés anonymes construits entre pairs de confiance, s'appuyant sur le principe d'ami à ami ou F2F comme friend to friend. 3 éléments importants pour résumer pour l'instant. Premièrement, l'utilisation de l'infrastructure Internet. C'est pour cette raison que l'on parle de réseaux superposés. Deuxièmement, l'ajout de protocoles spécifiques intégrant des fonctions d'anonymisation et de confidentialité. Et pour finir, une architecture décentralisée de type peer-to-peer, soit pair à pair. Le darknet est avant tout un réseau de transport. Tout comme outil ou service, c'est l'usage qui en est fait qui peut être condamnable. Le trafic d'armes ou de stupéfiants, le blanchiment, la pédophilie ne sont pas des problèmes du darknet, mais des problèmes sociaux. Les terroristes de Daesh ont d'ailleurs utilisé le réseau d'Orange pour communiquer avant les attentats, et c'est pas pour cela qu'il faut déconnecter ou supprimer l'entreprise Orange. In fine, le darknet n'est que le reflet de la société. Si certaines technologies sont potentiellement dangereuses, à l'instar des systèmes de reconnaissance faciale ou de surveillance de réseau, c'est rarement l'outil qui est en cause, mais bien plus souvent leur usage. Certains médias, un peu à l'affût de sensationnalisme, ont d'ailleurs taillé une sale réputation au darknet en mettant en avant ses côtés sulfureux. Forcément, ça fait vendre. Mais de nombreux experts spécialisés sur le sujet émettent l'idée que la mauvaise réputation qui est faite du darknet par certains médias, et les gouvernements en général, serait de repousser les utilisateurs de cet espace, afin de préserver la traçabilité et le contrôle de leurs usages en ligne. L'actualité récente, via la surveillance massive et globale des utilisateurs de l'Internet par les services de renseignement de nombreux États, tente d'ailleurs à leur donner raison. Alors, un darknet, pourquoi faire et pour qui ? D'abord, tout simplement, au service de la liberté et de la préservation de la vie privée. Ensuite, pour lutter contre l'espionnage économique. Et forcément, au service des cybercriminels du milieu interlope. Créé à l'origine pour préserver la confidentialité des échanges, on y retrouve maintenant des dissidents, des lanceurs d'alerte, des journalistes d'investigation, des reporters de guerre, des opposants politiques, des avocats, des activistes et certaines communautés. En fait, toute personne soucieuse d'assurer tout simplement la protection de sa vie privée. Lorsque vous accédez au darknet, les fournisseurs d'accès Internet, et par extension les gouvernements, même s'ils ne voient pas précisément votre activité, savent que vous utilisez un service caché. Dans certains pays, cela peut suffire à éveiller les soupçons. Dans de nombreux cercles, le darknet est devenu synonyme de liberté sur Internet, et ce d'autant plus que les États continuent à s'attaquer à lui. Il accueille désormais plusieurs organisations impliquées dans le journalisme d'investigation telles que ProPublica et Intercept. Il est aussi utilisé par de nombreux journalistes d'investigation et des lanceurs d'alerte. Alors forcément, si les journalistes, les ONG, les défenseurs des droits de l'homme utilisent les darknets pour protéger leur identité, leur réseau, leurs contacts ou leurs sources, cela ne plaît pas à tout le monde. De nombreux pays comme la Chine, le Qatar, Cuba, la Turquie ou la Russie censurent les contenus en ligne qui promeuvent la dissidence politique ou qu'ils considèrent comme obscènes. Pour rappel, certains comportements jugés déviants dans certains pays sont notamment ciblés, comme par exemple les communautés homosexuelles russes ou ougandaises qui sont très sévèrement réprimées. Au cours du printemps arabe, notamment en Tunisie où Ben Ali censurait tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, etc., les Tunisiens utilisaient le darknet pour prévenir le monde entier de la situation interne du pays.
Autre exemple, en 2014, la Chine a arrêté le développeur de logiciels Xudong pour avoir contourné la censure sur Internet. Cela signifie qu'une personne utilisant Tor en Chine pourrait être arrêtée juste pour avoir utilisé Tor, même si ce n'est pas l'accusation officielle. Ou comme en 2020, au Cachemire, au moins 5 personnes ont été arrêtées pour avoir utilisé des systèmes d'anonymat pour accéder aux médias sociaux. L'accusation officielle consistait à abuser des VPN pour contourner la censure. En 2015, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a évoqué l'idée de bloquer le Darknet sur le territoire français. Même si c'est techniquement possible, ce projet de loi n'a pas abouti, alors même que le patron de l'ANSSI prône l'usage du chiffrement pour protéger la confidentialité des communications. D'autres idées législatives de ce type avaient déjà filtré dans différents journaux, comme l'installation systématique d'un GPS sur les voitures de location, la conservation des fadettes pendant 2 ans, l'interdiction des accès Wi-Fi publics, l'élargissement des possibilités de vidéosurveillance dans les lieux publics ou l'utilisation des IMSI catchers sans autorisation judiciaire. D'un côté, une volonté de tout écouter, tout contrôler donc, de l'autre, de se protéger de Big Brother et préserver une vie privée et son identité numérique en ligne. Il est d'ailleurs intéressant de noter que, comme aux Émirats arabes unis, le nombre d'utilisateurs de Tor en Turquie a augmenté drastiquement lors de l'interdiction du réseau Tor. Le nombre d'utilisateurs est passé de 25 000 à 70 000 en l'espace de 2 semaines lorsque le blocage a été mis en place. Ah oui, un dernier point. On ne reste pas anonyme indéfiniment. Tous les jours, de méchants cybercriminels se font arrêter. L'anonymat n'existe pas sur Internet, même sur le Darknet. À un moment ou un autre, il y a une faille. Nous reviendrons d'ailleurs plus tard sur les faiblesses des Darknet. En complément, voici une liste des cibles utilisatrices des Darknet et des contenus légitimes que l'on peut y trouver. Les geeks, eux, vont plutôt y chercher des tutoriels et des outils, alors que les ONG vont, eux, y déverser des kits de protection ou proposer des plateformes à l'intention de médias spécialisés. Et certains artistes pour y proposer tout simplement leur contenu créatif ou pour créer le buzz. Les services informatiques de certaines grandes entreprises explorent fréquemment le dark web à la recherche de données volées ou de comptes compromis. Et les particuliers peuvent aussi s'en servir pour y rechercher des indices de vol d'identité. Des entreprises comme Amazon et Facebook y achètent d'ailleurs des listes de mots de passe volés et qui ont fuité, afin de prévenir les propriétaires, voire forcer certains utilisateurs à modifier leur mot de passe et éviter ainsi l'usurpation d'identité. Alors, il existe des dizaines de darknets différents. Certains, comme le plus utilisé Tor, rassemblent une très vaste communauté. D'autres sont beaucoup plus confidentiels. Parmi les principaux darknets, on retrouve Tor, initié au milieu des années 90 et sorti au milieu des années 2000. C'est une forme de mixnet, parfois appelé réseau de mélange, favorisant l'anonymat par l'usage de serveurs intermédiaires, multiples, reroutant l'information sans avoir accès à celle-ci, ni connaître son origine ou sa destination finale d'ailleurs. Il permet donc facilement de surfer anonymement sur le web ouvert et intègre un dark web très actif. Tor est parfois surnommé Onion Land. Ensuite, on retrouve Freenet, sorti en 2000, est un logiciel libre et propose un écosystème anonyme et distribué, construit sur l'Internet, visant à permettre une liberté d'expression et d'information totale en profitant de l'anonymat. Il offre la plupart des services actuels d'Internet, comme le mail, le web, l'IRC, et intègre même un mode ami-to-ami. Freenet a été créé suite à la déclaration de Mike Godwin en 1996 de l'Electronic Frontier Foundation, qui s'inquiétait de l'avenir d'Internet et de sa disparition sous sa forme actuelle. Et enfin, I2P, comme Invisible Internet Project, sorti en 2003, est un réseau anonyme qui s'appuie sur une couche réseau de type superposé, chiffré de bout en bout, et utilise 4 couches de chiffrement pour envoyer un message. I2P exploite la tunisation pour fournir un réseau dans le réseau. Les sites web du réseau I2P utilisent des noms de domaine se terminant par le suffixe .i2p. Tor désigne le réseau virtuel et signifie The Onion Router, alors que le Tor Browser, lui, est un navigateur spécialement adapté, en fait tout simplement une version de Firefox modifiée, capable quand même d'envoyer les connexions dans le réseau Tor. Rassurez-vous, nous en reparlerons un peu plus tard. Les premiers travaux datent de 1995, puis ont été approfondis par Roger Dingledin et Nick Mathewson au MIT au début des années 2000. Paul Siverson, la troisième personne importante de cette histoire, a réussi à convaincre le laboratoire NRL de l'US Navy qu'il était important de travailler sur ce sujet et se sont demandé tout simplement s'il existait un moyen de créer des connexions Internet qui ne révèlent pas qui parle à qui.
L'objectif premier était la résistance à l'analyse de trafic. Il s'agissait d'éviter que des ennemis puissent localiser leurs adversaires par le biais des communications. Ensuite, d'autres aspects comme la résilience et la confidentialité des échanges a permis son évolution. La première version de Tor est donc sortie en 2002 et est passée sous licence libre en 2004, l'année même où l'EFF a commencé à financer le travail de Roger Hennig. Depuis 2006, Tor est développé par une organisation indépendante à but non lucratif, le Tor Project, qui en assure la maintenance et est financé à hauteur de 3 millions de dollars. En 2007, l'organisation a commencé à développer des ponts vers le réseau Tor pour lutter contre la censure, comme la nécessité de contourner les pare-feux gouvernementaux afin que ses utilisateurs accèdent au web ouvert. Pour permettre un accès plus facile à Tor, aux non-techniciens, le développement du navigateur Tor a commencé en 2008. Pour l'année fiscale 2011, 60% de son financement provenait du gouvernement américain et 18% de fondations et de subventions. Aujourd'hui, entre 70 et 90% du financement proviennent de fonds de différents organes de l'État américain. Une partie provient de la recherche par le biais de la NSF, National Science Foundation, qui est l'équivalent du CNRS. Une autre partie du financement est versée par le State Department, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères aux États-Unis, et par le Bureau de la démocratie, des droits de l'homme et du travail du département d'État des États-Unis. Tor est accompagné de tout un tas de procédures constituant un protocole destiné à sécuriser au maximum les communications via plusieurs étapes. La première, l'authentification du serveur. Le processus d'authentification fait intervenir la cryptographie asymétrique. La négociation sécurisée d'une clé symétrique, l'échange de données chiffrées et la vérification de l'intégrité des données. En 2017, le réseau rassemblait environ 2,5 millions d'utilisateurs chaque jour, soit 200 000 utilisateurs par jour en France, la France arrivant en 5e position avec plus de 4% des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs est primordial car il est constitutif du niveau de sécurité. Plus il y a d'utilisateurs, plus le niveau de sécurité est élevé. Tor est devenu ainsi l'outil le plus puissant au monde pour préserver la vie privée et la liberté en ligne. Sur Tor, il existe assez peu de services en dehors du web, contrairement à Freenet qui lui est beaucoup plus complet, beaucoup plus puissant et plus lourd. Le Darknet est avant tout un réseau de transport. Il doit donc commencer par sécuriser les communications qui y transitent, en les chiffrant. Oui, mais c'est quoi en fait chiffrer ? Alors pour vous expliquer simplement en quoi consiste le principe de chiffrement, je dois vous présenter Alice et Bob. Ces deux personnages sont couramment mis en scène dans ce type de vulgarisation, alors voici Alice à gauche et Bob l'éponge à droite. Avant, pour écrire à Bob, Alice écrivait son message sur une carte postale et l'envoyait tel quel à Bob via la poste. Du coup, sur le chemin, n'importe qui pouvait intercepter le message, le lire et même le modifier. Dans le monde réel, cela signifie que les postiers et les agents du bureau de poste pouvaient tout simplement consulter le message d'Alice. Plus tard, Alice, pour assurer la confidentialité de son message, l'inséra dans une enveloppe, une sorte de coquille, de coffre-fort un système de protection. Son message est ainsi transporté de façon sécurisée, en assurant sa confidentialité et éventuellement son intégrité. Pour envoyer un message chiffré via le réseau Internet, on utilise des algorithmes de chiffrement, permettant à travers une clé, voire plusieurs, de chiffrer et de déchiffrer. Le chiffrement utilise pour cela la cryptologie, qui est la science du secret, et qui regroupe deux domaines, la cryptographie et la cryptanalyse. Alors bien sûr, tout réside dans la robustesse du système, et il va sans dire que les attaques sont nombreuses. Vous vous rappelez des ingénieurs du laboratoire NRL de l'US Navy qui se sont demandé s'il existait un moyen de créer des connexions Internet qui ne révèlent pas qui parle à qui. Pour répondre à cet objectif, il faut donc anonymiser la communication. La provenance et la destination d'un message en disent parfois plus que le message en lui-même. Ce type d'information sur les données, communément appelées métadonnées, est donc à protéger, dans certains cas plus que d'autres. Cette fois-ci, le message peut être lisible, mais on ne connaît tout simplement pas l'origine ni la destination. Nous verrons plus tard que pour assurer cette notion, le Darknet utilise des intermédiaires, sorte de ricochets, permettant de brouiller les pistes et de rendre normalement illisible l'itinéraire parcouru par le message. Alors on est d'accord, les bénéfices de l'anonymat et de la confidentialité permettent à de nombreuses activités criminelles de s'exercer en ligne à l'abri du regard des autorités.